Chers auditeurs, passionnés d'accompagnement, de transformation des organisations, du monde professionnel, DRH, managers, dirigeants, coachs professionnels, consultants, je suis très heureux de vous présenter un sujet qui parle beaucoup à nos consoeurs, nos confrères et aussi à nos clients dans les organisations. C'est la notion d'impasse que l'analyse transactionnelle, un des courants forts de l'accompagnement, traite de manière très précise, très spécifique et très éclairante. C'est pour cela que je voulais aborder aujourd'hui ce sujet central. Nous rencontrons tous des dilemmes intérieurs qui nous placent au croisement de forces contradictoires. Nos besoins face à nos obligations, nos désirs face à nos valeurs, par exemple. En analyse transactionnelle, ces tensions renvoient souvent à l'opposition entre notre enfant et nos parents internes, notre parent interne, pardon. C'est la version moderne de l'éternel conflit cornélien, finalement. Faut-il laisser un affront impuni ou faut-il punir le père de Chimène, au risque de perdre l'amour, source de joie et de plaisir? Ces dilemmes prennent en été la forme d'impasse. Elles traduisent un blocage sous l'effet de deux forces équivalentes. L'analyse transactionnelle distingue trois niveaux qui n'ont ni la même origine, ni la même manière d'être dénoués. L'impasse de premier degré est ainsi appelée l'impasse d'autorité. Elle surgit dans l'ici et maintenant lorsqu'un message interne du parent contredit un message de l'enfant, laissant l'adulte désemparé. Elle n'engage pas forcément l'émotion, mais elle l'immobilise. Václavic en donne une illustration célèbre. Lors d'une émeute parisienne du XIXe siècle, un officier reçut l'ordre de tirer sur la canaille. Après avoir fait mettre la foule en joue, il déclara « Mesdames, messieurs, j'ai reçu l'ordre de tirer sur la canaille. Mais comme je vois devant moi beaucoup de citoyens honnêtes et respectables, je leur demande de partir pour que je puisse faire tirer sans risque sur la canaille. » La place se vida en quelques minutes. Cet exemple montre que certaines impasses se résolvent par un repositionnement créatif. Voici un exemple concret du travail que j'ai été amené à faire et que peut faire le coach professionnel avec son coaché sur une impasse de premier degré, donc cette fameuse impasse d'autorité, qui, rappelons-le ici, s'agit d'un conflit ici et maintenant entre le parent et l'enfant introjecté par la personne et que l'adulte est ainsi paralysé, mais qu'il n'y a pas une implication émotionnelle très forte. La situation que j'ai accompagnée sur le coaching d'un manager en réunion conflictuelle a été la suivante. Le manager a reçu le matin même 2 directives contradictoires du comité de direction et de son équipe. Le comité de direction lui demandant d'appliquer strictement les nouvelles règles, ce qu'il intégra dans sa dimension parentale, et son équipe de lui demander d'assouplir ces mêmes règles pour préserver la motivation des uns et des autres, c'est-à-dire son enfant. En réunion, il s'est retrouvé bloqué et incapable de trancher entre ces deux instances internes, entre cette instance imposée par le comité de direction, d'appliquer strictement les nouvelles règles, et puis celle demandée par son équipe d'assouplir ces mêmes règles. Mon travail a consisté en une clarification de ces deux petites voix internes. J'ai invité mon coaché à s'installer sur 2 chaises, une pour le parent, ce que je dois faire, ce qui est attendu, et une pour l'enfant, ce que je voudrais faire avec mon équipe. Et pour l'instant, à ce stade, pour ceux qui connaissent le protocole des 3 chaises, je n'ai pas installé de 3e chaise pour l'adulte, vous verrez pourquoi. J'ai invité mon client à passer d'une chaise à l'autre, et en passant de cette chaise à cette autre chaise, le coaché a découvert que le parent s'imposait. Sois irréprochable, respecte les ordres que l'on te donne. Et en même temps, l'enfant lui disait « Ne déçois pas l'équipe, reste sympa, reste proche d'eux ». Le coach peut activer l'adulte en proposant à ce moment-là, une fois que les 2 premières chaises, les 2 premières positions sont clarifiées, une 3e chaise qui va symboliser cette instance psychique. C'est ce que je fis en lui donnant la consigne suivante. Que dirait votre adulte si vous le laissez maintenant parler en premier ? Le coaché me répondit
J'ai besoin d'expliquer clairement le sens de chaque règle, tout en négociant une période transitoire d'adaptation avec mon comité de direction. Pour aider son client à sortir de l'impasse, le coach peut ainsi aider à préparer un message assertif conciliant l'autorité et la relation, à la manière de l'officier dans l'exemple de Václavic. Une position claire, mais formulée de manière constructive. Voyons maintenant un deuxième degré d'impasse que l'on appelle l'impasse de survie. Cette impasse provient d'un conflit qui vient du passé. Il oppose des messages anciens, c'est ça la principale différence avec la première impasse, et donc qui oppose l'enfant et le parent, mais ce coup-ci, il y a vraiment une charge émotionnelle significative, et nous avons l'habitude de dire que ce deuxième degré d'impasse, comme le troisième d'ailleurs que nous verrons juste après, est un degré qui relève normalement de la thérapie. Mais nous allons voir qu'il ne s'agit pas de laisser nos clients en plan en leur disant allez voir un thérapeute, ça n'est pas mon sujet. Parce que le client est bloqué ici et maintenant et en plus avec une émotion. Par exemple, lorsqu'une personne est sur le point de réaliser un rêve et qu'elle sabote sa réussite sous l'effet d'un ne réussit pas, elle est dans une impasse. Je me souviens par exemple de ce jeune ingénieur dont les parents avaient beaucoup travaillé pour lui payer ses études à lui et son frère, qui un jour me disait « je rêve de travailler dans la nature, je rêve de faire un travail manuel autour du bois, parce que j'en ai assez de faire mon travail d'ingénieur, mais je n'ose pas l'annoncer à mes parents. » Il était jeune, enfin il avait quand même plus de 40 ans déjà, c'était pas un bébé, et il ne se voyait pas le dire, et il vivait une émotion très intense, partagée entre tristesse et colère. L'injonction contredit un message tel que « tu es OK si tu fais honneur à tes parents en travaillant dur », la personne travaille, elle tient, mais le jour où elle s'autorise à souffler, elle tombe malade, par exemple. On observe ainsi cette impasse chez certains enfants pris entre « intègre-toi » et « ne nous dépasse pas, ne trahis pas les tiens ». Certains n'osent pas apprendre à lire, par exemple, par loyauté envers des parents analphabètes qui pourtant les encouragent. Une situation qui peut se débloquer symboliquement, par exemple, lorsque le parent lui-même apprend à lire. Dans ce type d'impasse, le conflit touche au cœur des loyautés familiales et des permissions intérieures. Les choix possibles deviennent restreints ou ambigus et la personne se sent incapable d'avancer. Si je reprends le cas de mon jeune ingénieur, il me dit « je suis allé voir mes parents la semaine dernière, j'ai tenté de leur expliquer et ma voix s'est coupée, ma gorge s'est nouée, j'étais dans l'incapacité de prononcer le moindre mot et j'ai fini par leur partager les banalités et je suis reparti. » Pour aborder l'exemple qui suit, par exemple, rappelons donc que cette impasse de survie se caractérise par un conflit entre l'injonction de l'enfant et le message du parent. Une forte implication émotionnelle s'ensuit, et que même si cela relève souvent de la thérapie, elle peut être abordée en coaching sous l'angle professionnel, par exemple. Donc, prenons le cas d'un coaching d'une entrepreneuse que j'ai accompagnée qui sabote sa réussite. Celle-ci a l'opportunité de signer un gros contrat, mais elle oublie, reporte, se désorganise, sabotage actif. En explorant la situation, elle me dit et se dit « je sens que je n'ai pas le droit de réussir ». Mon travail va consister à identifier les croyances limitantes en identifiant par exemple la fonction utile, ce qui lui a permis jusque-là de faire face à des situations difficiles, mais qui a priori n'est plus efficace ou n'est plus adapté ici et maintenant. Et les conséquences attendues. À quoi cela sert de penser ainsi et quelle serait la conséquence, positive ou négative, si ce contrat réussissait vraiment? Bien sûr, je reste dans mon cadre professionnel sans aller jusqu'à explorer la dimension potentiellement traumatique qui se fera plutôt ailleurs dans ce fameux espace thérapeutique. Il se trouve que la cliente m'a répondu « j'aurais l'impression de trahir ma famille. Eux, ils n'ont jamais réussi. » J'ai ainsi repéré l'injonction de l'enfant, ne réussit pas. J'ai mis en lumière le message opposé du parent en lui demandant « et qu'ont-ils essayé de vous enseigner malgré tout ?» Elle me répondit « travaille dur, sois quelqu'un de bien. »
Je l'ai ensuite aidé à verbaliser la contradiction interne. Ne réussis pas versus fais honneur à tes parents en travaillant dur. J'ai cherché à traduire cette situation en objectif professionnel, pas à travailler spécifiquement sur sa blessure, même si j'en ai tenu compte bien sûr, mais à sa mise en mouvement. Si honorer votre travail était une manière d'honorer vos parents, de quelle micro-action pourriez-vous vous saisir? Pourriez-vous engager? Et quand? Elle choisit d'appeler immédiatement le prospect, même si cela la confronte à sa loyauté familiale. J'ai ensuite imaginé un rituel d'autorisation non thérapeutique en l'invitant à rédiger une phrase d'autorisation professionnelle. Elle choisit « Je peux progresser sans renier mes origines ». Je l'ai ainsi aidé à sortir sereinement de cette impasse du second degré. Abordons maintenant le troisième type d'impasse, le troisième degré, que l'analyse transactionnelle appelle aussi l'impasse d'identité. Cette dernière forme une opposition entre l'enfant libre et l'enfant adapté, non plus entre le parent et l'enfant, mais bien entre l'enfant libre et l'enfant adapté. Elle touche aux questions profondes d'identité. D'où est-ce que je viens? Qui dois-je être? Quelle part de mes désirs m'appartiennent vraiment? Elle concerne par exemple ceux dont la mère, durant la grossesse, a traversé des événements traumatiques, laissant à l'enfant des émotions disproportionnées. Elle touche aussi les enfants métis, auxquels on dit parfois qu'ils ne savent pas qui ils sont, alors qu'ils sont simplement confrontés plus tôt et plus vivement à la nécessité universelle de choisir qui l'on décide d'être. Dans l'impasse d'identité, donc celle du troisième degré, rappelons que nous retrouvons un conflit entre l'enfant libre et l'enfant adapté, avec des enjeux identitaires profonds, voire très profonds, et des interrogations fortes du type « qui suis-je ». Alors, que peut faire le coach professionnel pour trouver encore un espace d'intervention? Prenons un exemple. Un jour, j'ai eu à accompagner un cadre métis sur son positionnement professionnel. Dans son contexte, il s'agissait d'une personne brillante, d'origine culturelle mixte, qui venait de recevoir une promotion. Il arriva en séance en me disant « Je ne sais pas où est ma place. Je me sens trop quelque chose ou pas assez quelque chose selon les personnes. » Il hésite constamment entre deux postures, se conformer ou s'affirmer. Je pris l'initiative, dans cette perspective professionnelle, d'aller explorer les deux polarités internes. J'ai proposé un travail symbolique, une feuille conformité, qui répond à l'enfant adapté, bien sûr, et une feuille expression personnelle, qui correspond plutôt à l'enfant libre. Mon coaché s'est déplacé physiquement sur l'une, puis sur l'autre, et exprima quel sentiment de changement il ressentait en lui. Dans le premier, il me dit qu'il se sentait légitime, mais bridé. Dans le second, qu'il se sentait lui-même, mais vulnérable. J'ai ensuite voulu travailler sur l'enjeu identitaire en lui demandant « Quand vous parlez de trop ou pas assez, pour qui est-ce trop? Pour qui n'est-ce pas assez ?» Cela révèle souvent un vieux conflit. Pour ma famille, c'est trop. Pour mon entreprise, ce n'est jamais assez. Mon idée était de créer une troisième position intégrative. Je plaçais une troisième feuille sur laquelle j'écrivis « ma juste place ». Le coaché s'y installa. Je lui demandai alors « Quelle serait votre manière d'être à vous? D'être vous-même, pas celle de vos origines, pas celle de votre entreprise, mais la vôtre. » Le coaché décrit une stratégie hybride, authentique, dans laquelle il s'autorisa à choisir ce qu'il conservait de chaque culture. J'ai ensuite cherché à le faire passer concrètement à l'action. J'ai cherché à transformer sa prise de conscience en comportement. La semaine prochaine, quelle action reflètera votre juste place? Très honnêtement, j'avoue que je regrette, je n'ai pas pensé à noter l'action qu'il mit en œuvre, parce que j'ai toujours une très bonne mémoire. Et là, j'avoue que ce coup-ci, la mémoire m'a un peu lâché. Mais il se sentit, je me souviens ça parfaitement de cela, il se sentit très soulagé, plus libre, infiniment plus serein, et je le vis plus assertif. Alors, éclairons tout ceci à travers l'analyse structurale. Nos dilemmes trouvent souvent leur origine dans leurs messages reçus dans l'enfance et l'adolescence, que nous intégrons dans notre parent.
Ces messages peuvent être complémentaires, mais aussi profondément contradictoires. Une personne peut ainsi être déchirée entre deux cultures familiales ou entre les normes du foyer et celles du milieu social extérieur. Situation fréquente chez les enfants d'immigrés, par exemple. Au sein même des institutions, des valeurs opposées coexistent. Épanouissement ou adaptation, culture générale ou insertion professionnelle. Ces contradictions sont souvent intériorisées. Dans notre enfant, nous enregistrons également des messages contradictoires comme « dans notre famille, on est intelligent » ou « dans notre famille, nous sommes des manuels » ou « dans notre famille, nous savons faire avec l'argent ». Tu as le droit à la réussite, la santé, l'amour, mais aussi, si tu montres socialement que tu nous abandonneras, tu nous mépriseras. Ou, tu ne peux pas être une fille et choisir un métier. Chez nous, ça ne se fait pas. Je me souviens de cette situation incroyablement douloureuse qui généra une très grande colère chez une consoeur qui m'expliqua que toute sa jeunesse, elle fit de brillantes études parce qu'on lui imposait de réussir. Il fallait absolument qu'elle réussisse et elle sentait que si elle voulait être aimée, c'était absolument indispensable. Jusqu'au jour où elle voulut se marier et choisir un métier, on lui dit « non, tu ne peux pas être mariée, avoir des enfants et choisir un métier. Ça n'est pas possible. Tu es là pour t'occuper de ton mari et de tes enfants. » Et le non-dit qu'elle percevait, qui la mettait en difficulté pendant toutes ses études, éclata au grand jour. Ces conflits internes se manifestent ensuite dans nos choix, notre rapport à la réussite, à l'amour, au pouvoir ou encore à la liberté. Comme le rappelle Václavic, la plupart d'entre nous voulons à la fois l'amour et la liberté et la sécurité, les enfants et la carrière. Pour sortir du dilemme, face à ces tensions, nous cherchons souvent des voies de conciliation, parfois créatives, à l'image de l'officier de Václavic, mais lorsque les conflits sont enracinés dans notre histoire, ils mettent en difficulté la personne, et qu'un coaching dans Lycée Maintenant n'est pas suffisamment résolutoire, il nécessite un travail de nature thérapeutique menant probablement à une redécision. Il reste toutefois possible, comme nous venons de le voir, même en dehors du champ thérapeutique, d'explorer nos contradictions internes, notamment autour de nos valeurs, nos désirs et nos loyautés, grâce à des approches centrées sur Lycée Maintenant, comme le travail des chaises par exemple. Donc sortir d'un dilemme n'est pas supprimer la tension, mais permettre un choix conscient, apaisé et pleinement assumé. En clair, le coach est là pour permettre à la personne de se remettre en mouvement. Et comme je le rappelais tout à l'heure, si c'est une impasse de premier degré, la personne dépasse son dilemme, il n'y a pas de message trop ancien et d'émotions fortes. Et quand il s'agit d'une impasse de deuxième ou de troisième degré, même si un travail thérapeutique pour aller plus loin, pour résoudre, dissoudre, dépasser est absolument fondamental, le coach peut permettre simplement une remise en mouvement, ici et maintenant, pour ne pas laisser le coacher en plan. D'autant plus que parfois, certains clients font le choix de ne pas aller en thérapie, et c'est leur liberté le plus absolue. Personne n'a à leur imposer, même si le coach est là pour les engager à le faire s'ils sentent trop de douleur, personne n'est là pour imposer à qui que ce soit un travail d'ordre thérapeutique dès lors que ce n'est pas un accompagnant professionnel. Bien sûr, si vous êtes un accompagnant professionnel, c'est indispensable pour savoir ce que vous amenez dans la relation, pas charger le sac à dos du coaché. Nous ne sommes pas là pour ça. Eh bien, chers amis, c'était un vrai plaisir de vous partager ce sujet absolument central. J'espère que vous ferez un vrai plaisir d'écouter cette émission. Vous pouvez l'écouter, la réécouter sur la radio Les Voix Humaines. Je vous encourage de vous y abonner, d'écouter la radio et de ne pas hésiter aussi à m'envoyer des messages. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Envie de réécouter vos émissions préférées ? Alors rendez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes de podcast Toutes les plateformes de podcast pour une immersion dans cet univers qui vous passionne.